moi, je suis Lucie Brisson, je suis chargée de recherche à l'INSERM et je travaille dans l'unité nutrition, croissance et cancer. Et je vais donc vous présenter ce qu'on fait au laboratoire autour de l'alimentation et principalement les lipides. Donc, on a beaucoup entendu parler d'alimentation et de régime nutritionnel. Alors, d'un point de vue biologique, pour nous, chaque nutriment va avoir des rôles très importants au niveau du corps entier, que ce soit au niveau des organes, des tissus, jusqu'aux cellules. Donc, dans l'unité nutrition, croissance et cancer, on travaille principalement sur le rôle des lipides et en particulier sur les lipides issus de la nutrition, sur la pathologie cancéreuse, que ce soit au niveau des tumeurs en elles-mêmes, mais également au niveau des patients. Et l'objectif de l'unité, c'est d'identifier des lipides d'intérêt pour limiter la progression tumorale ou augmenter la réponse au traitement anticancéreux, mais également de limiter la cachexie cancéreuse, qui est une forme de dénutrition associée au cancer. Alors, avant de parler un peu plus en détail du rôle des lipides dans le cancer, il était important de montrer que les lipides, et en particulier les acides gras, constituent une classe très variée de nutriments qu'on peut classer en différentes catégories en fonction de leur structure. Donc, on a d'abord les acides gras saturés, qu'on peut retrouver par exemple dans le beurre. Et puis, il y a des acides gras qu'on dit insaturés, qui sont classés en différentes catégories en fonction de leur niveau d'insaturation. Il y a d'abord les acides gras qu'on appelle monoinsaturés, parce qu'ils n'ont qu'une seule insaturation ici dans leur chaîne. On peut citer par exemple l'acide oléique qu'on va retrouver dans l'huile d'olive. Et puis, il y a les acides gras qu'on appelle polyinsaturés, puisqu'ils ont plusieurs insaturations dans leur structure. Et on les regroupe en deux grandes catégories dont on entend beaucoup parler, que sont les oméga 3 et les oméga 6. Donc, parmi les oméga 3, on va en retrouver certains dans, par exemple, l'huile de noix ou les poissons gras comme le saumon. Pour les oméga 6, on peut citer certains acides gras qu'on va retrouver, par exemple, dans l'huile de graines de tournesol. Donc, il faut savoir que ces lipides issus de l'alimentation vont être retrouvés stockés dans le tissu adipeux, mais on les retrouve également dans toutes les cellules pour constituer les membranes cellulaires. Et on a également dans certaines cellules des stocks d'acides gras sous forme de gouttelettes lipidiques. On sait maintenant que ces lipides sont en lien avec le cancer, puisque certains cancers sont en relation directe avec le tissu adipeux de l'environnement et qu'il existe des coopérations entre les cellules qui stockent les lipides dans le tissu adipeux, qui sont les adipocytes, et les cellules cancéreuses, et que ces interactions, elles se font en partie par des échanges d'acides gras entre les adipocytes et les cellules cancéreuses. Donc, on peut prendre par exemple le cancer du sein qui va se développer dans un environnement qui est un tissu qui contient du tissu adipeux, qui est la glande mammaire. Et puis, on peut prendre également comme exemple le cancer de la prostate qui va être en contact du tissu adipeux, lui, à un stade un peu différent lorsque les cellules vont s'échapper de la tumeur et rencontrer dans leur environnement un tissu adipeux qu'on appelle du tissu adipeux périprostatique. Ces lipides et le tissu adipeux sont associés à la progression cancéreuse de deux grandes manières. D'une part, en termes de quantité, mais également en termes de composition. Donc, on a déjà entendu parler que le surpoids ou l'obésité sont associés à une augmentation de risque de plusieurs cancers. Donc, on a quelques exemples ici. Et au laboratoire, nous, on a fait quelques études qui ont montré que certains acides gras en composition pouvaient être associés à différents cancers.
On a des études du laboratoire qui montrent que le DHA est associé à une augmentation de la survie des patientes atteintes de cancer du sein. Et on a d'autres études dans le laboratoire qui ont mis en évidence, dans le cancer de la prostate, des associations entre différents types d'acides gras en fonction des populations et probablement en fonction des régimes alimentaires. Donc, on peut voir que ce lien entre la composition en acides gras est peut-être plus compliqué que ce qu'on aurait pu imaginer, avec différents acides gras qui pourraient être associés à différents types de cancers et même différemment en fonction des populations. Dans l'unité, on essaye de comprendre du coup les mécanismes qui sont impliqués dans ces associations entre lipides et cancers. Donc, on travaille soit directement sur les acides gras, soit sur le tissu adipeux, et également sur les adipocytes qu'on peut voir ici, des adipocytes qu'on a reproduits en culture. On a des études qui montrent que ces lipides sont associés à toutes les étapes de la formation cancéreuse. On a effectivement un effet sur la prolifération cellulaire, qui va permettre aux cellules cancéreuses de se diviser et de se reproduire pour former la tumeur. Et on a également identifié des effets des lipides sur la migration, l'invasion ou également la formation de nouveaux vaisseaux, qui sont des étapes clés pour la formation de métastases. Si on va un petit peu plus en détail sur les mécanismes qui sont impliqués entre les lipides et les cellules cancéreuses, ce qui est le plus connu, c'est le lien entre acides gras et production d'énergie. En fait, les acides gras peuvent être utilisés par la mitochondrie dans les cellules cancéreuses et de cette manière former de l'énergie, puisque la mitochondrie, c'est une sorte d'usine à production d'énergie dans les cellules. Donc, on a cette association qui est bien connue entre utilisation des acides gras et production d'énergie. Et ce qu'on montre un peu plus récemment dans l'unité, c'est que cette proximité avec du tissu adipeux peut activer ce qu'on appelle l'autophagie. L'autophagie, cette fois, c'est plus une forme de recyclage. C'est quelque chose qui va permettre aux cellules de recycler tout ce qui n'est pas nécessaire à un moment donné, et donc de cette manière également participer à la production d'énergie. Donc, on montre ici que la proximité avec des adipocytes va induire l'autophagie dans des cellules cancéreuses et de cette manière permettre aux cellules cancéreuses de survivre lorsqu'il y a un manque de nutriments, et ça pourrait également participer à la migration ou à la résistance à la chimiothérapie. Ce qui est intéressant dans ce phénomène d'autophagie, c'est qu'il est activé quand il n'y a pas suffisamment à manger dans l'environnement proche de la cellule cancéreuse. Et on voit bien ici que certains régimes nutritionnels, et en particulier les jeûnes, pourraient influencer l'autophagie dans les cellules cancéreuses, et ce qui serait plutôt défavorable aux patients et plutôt favorable au développement de la tumeur. Donc, je voulais vous montrer brièvement ce qu'on fait au laboratoire autour de lipides et des cancers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de nos recherches actuellement, mais il y a encore beaucoup de choses à comprendre concernant l'influence du régime alimentaire à la fois sur la tumeur, mais également sur le patient. Et puis, on peut s'interroger sur ces effets des lipides de l'alimentation en fonction de la localisation des cancers. Et on peut également se demander s'il est pertinent de proposer des supplémentations ou des restrictions en acides gras. Donc voilà, je voulais finir par vous montrer les membres de l'unité qui participent à ce projet, et je vous remercie de votre attention. Merci. On n'entend pas, Régis. J'envoyais des fleurs à Lucie pour te dire que c'était super intéressant, très abordable, et je te remercie de cette présentation pour faire le lien voilà, entre
des domaines donc très, très différents. Paul? Du coup, oui, merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire, intéressante aussi sur des aspects à la fois très, très fondamentaux et puis du coup ce qui est intéressant, c'est l'étude des mécanismes, un peu de pourquoi il y a ce lien entre finalement acide gras, développement du cancer et puis aussi la progression du cancer. Du coup, si on doit essayer de faire des liens un petit peu aussi avec les mécanismes un peu dans le lien qu'on peut avoir à l'alimentation, du coup, vous avez cité la question du lien entre le jeûne, l'activation de l'autophagie et du coup la progression du cancer. Et du coup, je me demandais dans quelle mesure est-ce que l'impact d'une représentation aussi particulière de l'alimentation, avec une vision peut-être, comme on dit tout à l'heure, sur le jeûne cétogène, une vision peut-être dangereuse de certains aliments, pouvait avoir un impact en fait sur l'évolution du cancer par ce biais-là, par le biais d'une plus grande restriction cognitive. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être, qui aurait du sens ou pas? Enfin, au niveau clinique, je ne sais pas du tout si c'est observé chez les patients qui ont des problèmes de cancer. Et puis après, l'autre question que je me demandais, c'est selon les types de cancer, est-ce qu'on a des différences et du coup, comment est-ce qu'on les comprend? Parce qu'il y a un mécanisme un peu général. Et puis après, il y a peut-être aussi des spécificités par type de cancer et puis des spécificités aussi d'alimentation par type de cancer. On peut imaginer que dans moi, j'avais des patients aussi qui avaient une certaine représentation assez positive de l'alimentation, dans le sens quelque chose qui va être aussi l'alimentation avec le fait d'être en bonne santé, d'être en bonne vie. Et du coup, les profils des patients selon les types de cancer peuvent être différents aussi, que ce soit par exemple les patients plutôt autour du alcool-tabac sur le cancer ORL ou plutôt sur des profils différents. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je sais que c'était un peu loin de votre terrain habituel, mais du coup, c'est pour ouvrir des pistes aussi à l'ensemble de la salle. Hein, c'est pas. Non, par rapport à la première question, je pense que c'est justement tout l'intérêt de ces approches transdisciplinaires, parce que nous, on est un petit peu, enfin, en tout cas en biologie, on peut être un petit peu bloqué sur nos cellules. Nous, on travaille sur l'autophagie et on ne travaille pas forcément sur le jeûne. Et ceux qui travaillent sur le jeûne ne savent pas forcément ce qu'est l'autophagie. Donc, c'est des problématiques justement qu'il y a actuellement. Par contre, il n'y a pas... Il n'y a pas de preuves et de liens pour le moment entre ces régimes-là et des mécanismes plus cellulaires. Par rapport à la deuxième question, on ne comprend pas encore très bien les effets des lipides sur différents types de cancers. Et ça, c'est quelque chose qui était peut-être pas forcément très attendu pour les membres de l'équipe, de voir que ce n'étaient pas les mêmes acides gras qui étaient identifiés dans différents types de cancers. Je pense que Régis pourra aussi compléter, mais on ne comprend pas. Ça, on ne comprend pas et il reste encore pas mal de travail à faire là-dessus. Il faudra qu'on invite des généticiens aussi, parce qu'on n'est pas tous égaux, parce qu'il y a aussi manifestement des différences de population. Donc, population, c'est aussi la génétique. Je vois Isabelle qui connaît très bien les contrées froides, qui est en train de dire oui, c'est pas du tout simplement la même chose pour des raisons évidentes. Voilà, on n'est pas programmé de la même façon. Et culturellement aussi, parce que c'est pas non plus les mêmes cultures. Donc on est vraiment à la croisée de domaines qui sont assez passionnants. Hein. Alors c'est très très inquiétant d'être aussi passionnant parce que il va falloir quand même un moment qu'on arrive à trouver quelque chose. On est un deliverable. On peut très vite se perdre dans cet océan qu'on est en train de décrire là, qui nous passionne tous. Mais il va falloir un moment effectivement qu'on restreigne peut-être un petit peu, mais tous les champs sont ultra passionnants. Oui, alors je ne sais pas, Bruno a levé le doigt, peut-être Isabelle, peut-être, j'ai vu. Moi, j'ai simplement dit que peut-être Paul a des choses à rajouter, je ne sais pas, non, Paul Bruno a des choses à rajouter, non, peut-être. Sur ce que vous décrivez alors moi je suis pas forcément un expert au niveau de toute la thématique fondamentale de recherche que vous avez, hein, qui est très pointue, qui est très une grosse équipe, mais c'est plutôt sur les liens qu'on peut avoir éventuellement avec l'obésité. Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est peut-être que quand même cette question de la restriction, elle est fréquente quand même chez les patients avec obésité.
et que du coup, l'alternance de régime et puis de conduite hyperphagique peut être aussi un facteur de risque d'évolution péjoratif. Qu'après, il y a probablement, ça peut être aussi intéressant d'avoir des mécanismes de compréhension un peu sous-jacents de pourquoi, et ça peut être, ce que vous proposez peut être aussi un mécanisme de compréhension. Après, voilà, sur la partie vraiment fondamentale, moi je veux dire, je ne suis pas forcément aussi spécialisé que vous là-dessus, donc j'aurais du mal à le commenter, à le critiquer. Enfin, je ne sais pas, Régis, si tu veux réagir là-dessus plus spécifiquement, mais… Non, non, surtout pas. Je crois qu'aujourd'hui, surtout pas parce que, bon, voilà, le but, voilà, c'est de voir aussi parmi vous des intérêts voilà, réciproques se créer. Alors aujourd'hui, on ne résoudra pas tout. Le but, c'est justement de voir s'il y a des atomes crochus, des pseudopodes là, qui commencent à germer entre les petites images qu'on a face à nous, là. Et je pense qu'on va vers ça, donc ça, j'en suis très, très heureux. Mais non, on irait beaucoup trop loin, bien entendu. Non, mais à ce moment-là, les graisses, c'est quand même un des principaux, enfin, c'est une des principales questions en histoire de l'alimentation, par exemple. Hein. Donc, et même, je pense, en anthropologie de l'alimentation aussi. Enfin, on sait très bien qu'il y a des civilisations où le gras est hautement valorisé. Donc, voilà, si on peut avoir comment dire, un versant effectivement médical robuste, et on l'a. Donc, c'est vraiment formidable, quoi. Et nous, peut-être, ça nous ouvre des possibilités pour réaborder des questions qu'on avait, alors là, je parle pour les historiens, hein, qu'on avait abordées avec des types de textes et dans des contextes chronologiques assez restreints et précis, et qu'on pourrait éventuellement élargir, puisque ça ouvre de nouvelles possibilités. Voilà. Et c'est un spécialiste du muscle qui parle, donc tu aurais pu plutôt nous parler des protéines, mais non, tu nous embarques sur le gras. Isabelle parle de gras, mais… Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Bruno, là, parce que c'est un des points que j'avais noté, le bon gras, le mauvais gras, en effet, qui apparaît en particulier dans cette communication vraiment intéressante. Enfin, elles sont toutes super intéressantes. Hein. Et là, celle on vient d'entendre, je me demandais s'il y avait des différences de perception, justement, du bon gras et du mauvais gras, selon les profils des malades. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut nous intéresser en anthropo. Ah oui. Et puis, il y avait la deuxième question que je voulais poser, c'était, je me demandais si, est-ce que les gens qui ont ce cancer ou qui sont atteints d'un cancer sont tenus au courant de cette question de l'autophagie? Est-ce qu'on leur dit, on leur raconte ça? Est-ce qu'ils en ont une idée, une représentation? Parce que quand même, c'est pas rien ce truc, hein, je trouve, d'entendre parler de cette autophagie, de ces cellules qui se nourrissent, de ce gras, etc. Je pense que ça doit susciter un tas de représentations chez les gens. Voilà, la deuxième question que je voulais vous poser. Claude, do you speak autophagie? Qu'est-ce que tu dis? On t'entend pas, Claude. Je disais qu'on n'abordait pas le côté autophagie avec les patients. On a tellement de choses à leur raconter que si on doit rentrer dans le spéculatif, dans l'expérimental, oui, mais pas dans le spéculatif. Après, ça nous emmène trop loin et je pense qu'on risque d'arriver tout de suite sur ces histoires de régime qui ne sont pas toujours très, très productifs. Nous, on lutte de manière très basique contre la dénutrition en général, surtout pour les patients ORL dont on parlait tout à l'heure avec Paul. Bien sûr. Lucie, un commentaire sur ce point? Jean-Pierre aussi lève le doigt. Juste pour rebondir pardon, sur le gras. Hein. Et bon, c'est il y a longtemps, j'avais travaillé sur l'imaginaire du gras. Avant même de travailler avec Poulain, je travaillais là-dessus. Et il y avait Charles Vicoué, qui était, il était dans mon jury de thèse, et déjà dans la thèse, j'en parlais. Et ce qui était intéressant, c'est de voir comment, effectivement, d'une catégorie, je parle uniquement en France, hein, parce que je travaillais que sur la France, d'une catégorie sociale à l'autre, et avec le genre, on a des systèmes de représentation du gras très différents, qui historiquement pourraient, mais en histoire très, très contemporaine, on voit comment, par exemple, le gras n'était pas péjoratif dans certaines catégories. Dire que c'est gras, ce n'est pas péjoratif dans certaines catégories sociales ou histoire sociale,
où la terre est grasse, et qui est marquée par la ruralité aussi. C'est-à-dire qu'il y a une piste qui peut être intéressante, qui est l'idée d'ajouter aux genres et aux catégories sociales, et aux catégories d'âge bien sûr, l'origine, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une trajectoire sociale et de mémoire collective marquée par la ruralité ou pas marquée par la ruralité. Et que là, pour le coup, les représentations du gras peuvent varier considérablement. Et ça peut être intéressant de mettre ça en commun. Voilà. Super intéressant. Moi, je vois là sortir quand même un intérêt autour du gras qui finalement est un élément majeur. Alors tout à l'heure, Elfie posait la question, se disait voilà, mais oh, il y a plein de trucs, il y a des obèses, il y a des dénutris, il y a des cancéreux, il y a des anorexiques. En tout cas, parmi ces groupes de patients, c'est vrai que quand on prend ça par l'angle gras et représentation du gras, ça match, hein. Donc on a là quelque chose qui peut être assez intéressant comme modèle, effectivement décliné selon certaines maladies, on va dire, et puis il faut bien sûr intégrer la personne entre guillemets normale qu'il va falloir définir, mais dans son contexte culturel et historique, et ça c'est vachement intéressant. Alors malheureusement, parce que moi je suis plutôt un homme du muscle, on travaille beaucoup avec Arnaud sur les protéines et les machins, là vous ne nous arrangez pas, mais bon, il va peut-être falloir s'y faire, hein. Il va falloir s'y mettre au gras quand même, hein. Claude. Oui, justement, à propos de masse maigre, j'ai cru comprendre qu'il y avait des radiologues qui avaient travaillé justement sur le calcul de la masse maigre et qui justement pouvaient corréler avec certains paramètres chez les patients cancéreux, notamment d'agressivité, etc. Bien sûr, parce que, alors ça on connaît bien dans toute la pathologie, parce que finalement la gravité et le pronostic est lié à la fonte de cette masse musculaire. Alors on sait le faire en radiologie, on sait le faire aussi par d'autres méthodes, hein. Donc radiologie, je pense que tu fais référence peut-être aux coupes qu'on fait au scanner, hein. C'est pratique parce que vous, comme cancérologue, vous faites souvent des scanners. Donc, finalement, dans le cadre du bilan du cancer, eh bien, on peut associer effectivement une de ces estimations. Il y a eu, c'est des éléments dont on parle assez souvent avec les radiologues. Pas si facile que ça à faire, hein, qu'il faut quand même reconnaître, mais en tout cas pour la clinique, qui peuvent donner des informations très, très, très utiles. Il y a d'autres méthodes, hein, plus cliniques, on va dire, ou autres. Mais c'est un élément majeur. Là, on est plus effectivement dans le champ effectivement de la protéine. Alors, la protéine aussi qui disparaît, elle se remplace par du gras, hein, comme dans les myopathies, etc. Finalement, le muscle s'infiltre. Et donc, on revient toujours un petit peu dans ces situations-là. Et puis j'avais une deuxième question, c'était pour Lucie Bouisson, justement la composition lipidique qui est donc influencée par l'alimentation. Est-ce qu'il y a des corrélations qui ont été démontrées entre la composition des radiolipidiques et la signalisation, ce qui pourrait justement influencer certains types de cancers et pas d'autres? Oui, alors ça c'est une autre histoire, hein, les radiolipidiques, et c'est encore quelque chose de bien plus complexe et qui est assez... il y a des études qui montrent un peu tout et son contraire. C'est quelque chose qui a été très à la mode à un moment. Les radiolipidiques, c'est vraiment tout un tas de voies de signalisation qui sont activées. Alors peut-être que justement, toute la littérature qui va dans des sens contraires peut s'expliquer par des effets différents en fonction des tumeurs, je ne sais pas. Peut-être repréciser un peu ce terme pour peut-être nos collègues, pour nos collègues, moi aussi finalement, qui ne sommes pas si familiers avec ça, c'est-à-dire que les lipides modifieraient la façon dont parlent les cellules entre elles, c'est ça, et pourquoi pas le développement des cancers? Les radiolipidiques, en fait, c'est des zones au niveau de la membrane cellulaire qu'on appelle rado parce que c'est comme si on avait une petite zone qui flottait, en fait, et parce qu'elle a une composition lipidique différente. Et en fait, ces radiolipidiques, ça va induire une modification de la structure et de la rigidité de la membrane. Et dans ces rados, il y a des protéines très importantes. Et donc, quand ces protéines sont ou pas dans ces rados, on va avoir des voies de signalisation qui sont modifiées. Donc, c'est le radeau de la méduse, en quelque sorte. C'est ça. On va faire du transdisciplinaire allant jusqu'aux arts. Ça serait vachement bien, ça. Ça sera pour le Mentalim 3. Des commentaires dans l'Assemblée
qu'on ne voit pas trop d'ailleurs, parce que là, moi, je suis devant un écran où je vois des vignettes avec des gens qui ont allumé leur truc. Mais il ne faut pas hésiter, les amis. C'est le moment d'exprimer votre intérêt ou votre agacement, je ne sais pas, ou votre irritation. On m'a demandé de couper leur micro, donc maintenant il faut les réouvrir. Hein. Ouais, voilà, il faut les réouvrir. Alors, pas de façon cacophonique, j'ai absolument aucun moyen de ça. On n'a pas de moyen, hein, Bruno, pour répondre à des mains levées, etc. En tout cas, là, sur mon écran, je n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a des demandes? Est-ce qu'il y a des questions, quel que soit l'endroit de la planète, parce que nous sommes, à mon sens, extrêmement internationaux aujourd'hui. Des questions de telle ou telle partie du globe. J'ai peut-être juste une petite remarque sur la question de l'image du corps qui a été évoquée tout à l'heure, parce qu'il y a on sait qu'il y a des choses qui se développent sur la capacité qu'on a à pouvoir identifier ses propres perceptions, ses propres sensations, donc ce qui va être défini comme une perception interoceptive, en fait, en gros, la capacité à pouvoir sentir sa respiration, son corps, etc. Et on sait qu'il peut y avoir aussi peut-être un lien entre cette perception, enfin, il y a des choses qui se développent, en tout cas, sur la capacité qu'on a à pouvoir percevoir ses propres sensations, ses propres émotions, et le lien qu'il peut y avoir avec l'alimentation. Je dis ça, ça peut être une piste, hein, mais C'est une piste qui est pas mal développée, notamment en prise en charge de l'obésité, hein, comme tu sais, avec des thérapies, on va dire, des méditations en pleine conscience, etc., qui quelque part se rapprochent un petit peu de ça. Alors, mais ça, c'est dans le champ thérapeutique, on va dire, c'est plus des stratégies qui mènent à comment dire, à lever un certain degré d'anxiété, etc. Mais si je comprends bien la question, ça veut dire que parce que c'est Jean-Pierre, je pense, Corbeau, qui avait parlé de ça, cette capacité à concevoir son corps qui était plutôt, enfin, je me souviens plus, qui était plutôt caractéristique des classes sociales un peu élevées. Représentation réflexive du corps, j'avais dit. Voilà, c'est ça, représentation réflexive du corps, voilà, c'est ça. C'est Boltanski qui en a parlé, hein, il me semble. Oui, et puis avec Isabelle, ça a été évoqué tout à l'heure. D'accord. Et donc, ça serait, oui, c'est ça, Isabelle aussi, ça serait pas seulement, si j'ai bien compris la question de Paul, ça serait pas seulement lié à des questions sociales, mais à autre chose. Alors, c'est ça la question? Ça serait lié à des facteurs individuels, je sais pas. Je pose la question, hein, comme je ne sais pas. Ce qui est décrit, c'est que c'est plus un corrélat de dire un phénotype, de dire qu'il y a des gens qui identifient plus ou moins bien leurs émotions. Après, il y a probablement de nombreux facteurs et il y a un profil PIC, mais du coup, il y a quand même des choses qui permettent de catégoriser un peu des types de personnes selon leur capacité à se représenter leur propre corps, leurs propres émotions. Et du coup, ça peut avoir un lien aussi avec. Oui. Je crois que cette collaboration sur les phénotypes est vraiment super importante, hein. On peut considérablement accroître la pertinence d'une approche tant sociologique que de notre côté en croisant nos approches, hein. On a chacun des ornières. Mais pour compléter... Je ne peux pas intervenir tout à l'heure sur ce qu'a dit Loïc et sur l'histoire des aliments, tu sais, justement de cette. Quand est-ce qu'on passe à finalement une espèce d'addiction, une drogue, enfin les termes que Loïc a employés et qui sont des choses que je t'ai déjà vu intervenir là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, c'est vraiment intéressant cette histoire de voir avec l'histoire des concepts, comment les choses sont créées sur le rapport aux aliments et puis cette dimension d'addictivité, voilà, des substances. C'est vrai que nous, on va plutôt l'utiliser en pratique comme de voir qu'est-ce que le patient perçoit du rapport qu'il a avec l'alimentation, plutôt que d'une vérité absolue, hein, de dire c'est addictif ou pas. Et que du coup, partant de l'idée que c'est addictif pour le patient, du coup, ça va être l'objet d'entrer dans des soins et de pouvoir partir de sa représentation pour pouvoir ensuite qu'ils viennent demander de l'aide et après changer cette représentation-là. Donc, cette notion de voir comment le concept s'est construit, je trouve que c'est très intéressant. Et sur le sucre, notamment, il y avait tout ce qui avait trait au commerce sur la traite sur l'esclavage, la construction de l'esclavage, avec des réseaux en fait, hein, qui sont construits, qui sont assez proches de ce qui s'est fait autour de la cocaïne, par exemple. Alors, les effets ne sont pas forcément strictement les mêmes, mais il y a des ponts en fait, entre les substances. Et puis, dans la représentation que les gens en ont, il y a une idée un peu
voilà, d'une substance addictive, et du coup ils se mettent en restriction, et du coup plus ils se mettent en restriction, plus ils ont envie d'en consommer, et du coup ça module aussi la représentation qu'ils en ont, et je trouve très intéressant ce concept en ayant bien l'idée que c'est une idée qu'on a de l'alimentation, et qu'après c'est intéressant de voir nous-mêmes qu'est-ce qu'on pense de cette dimension addictive. Elle n'est pas vraie de façon absolue, mais elle est intéressante à questionner, et voir dans quelle mesure les patients peuvent avoir cette alimentation, et que ça peut être utilisé de façon thérapeutique. Ça n'est pas vrai de manière absolue. C'est ça un peu le point capital, ouais, en fait. Ouais. C'est vrai que ce n'est pas le point de vue de tout le monde, mais c'est oui, non, mais c'est un point tout à fait capital, hein, bien entendu. Il est 16h20 et donc nous sommes au stade de la discussion générale. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on s'organise. Encore une fois, je reposerai volontiers la question. C'est le moment de vous exprimer. Voilà, donc je trouve que la mayonnaise prend bien. Alors, n'hésitez surtout pas à aborder tout point. Encore une fois, l'objectif d'aujourd'hui, c'est justement c'est un premier contact, c'est de tester les liens que peuvent avoir des gens qui ont différents profils entre eux, parce que nous, effectivement, on va travailler ensuite pour essayer d'organiser tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu que c'était très vaste, donc il va falloir être un peu humble aussi, hein, on ne peut pas tout résoudre, je pense. Donc il y a des choix à faire, et j'ai envoyé un petit message à Elfie en lui disant… à la fois que c'est vrai que c'est l'occasion pour elle d'avoir des expériences élargies, hein, le fait d'avoir autant de gens autour d'un projet, ça c'est bien, mais aussi qu'on n'allait peut-être pas tout traiter comme on l'a dit d'ailleurs dans le projet. Peut-être faudra-t-il cibler sur certains points, en tout cas dans un premier temps, parce que c'est clairement, hein, c'est un projet, on va dire, qui est fait pour initier quelque chose. Hein. On n'est pas encore, peut-être un jour, on arrivera à un projet d'une très très grande ampleur permettant d'aborder tous ces problèmes de façon extrêmement large et complète, mais là, c'est plutôt d'initier quelque chose et surtout de faire en sorte que les gens apprennent ou en tout cas détectent l'intérêt de travailler ensemble. Et ça me semble assez réussi, il me semble, cet après-midi. Des questions, les amis, autour de ça, de l'intérêt de travailler ensemble? Dans le chat, il y a M. Abdouka qui a écrit contribution. Alors, je ne sais pas est-ce qu'il veut dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Oui? Bonjour tout le monde. La parole est à vous. Merci beaucoup. Je suis Abdouka, enseignant-chercheur en anthropologie de l'alimentation à l'université de Ziguinchor au Sénégal. Ouais. Et d'abord, je voulais féliciter les organisateurs de cette activité, parce que c'est un moyen aussi de démocratiser la recherche, parce que l'anthropologie ou la sociologie de l'alimentation sont des disciplines presque inexistantes au Sénégal, voire un peu en Afrique de l'Ouest. Et ce que j'ai constaté aussi, par exemple, ce qu'on a observé au Sénégal, au sein d'un même pays, on constate en fonction des ethnies, on peut voir des représentations vis-à-vis du corps. Par exemple, les Diola, les Wolofs ou les Sérères, ils ont une représentation du corps qui est différente de ceux de l'ethnie des Peuls. Les Wolofs, eux, ils valorisent tout ce qui est rondeur. Donc, les gens doivent manger beaucoup pour être en quelque sorte gros. Donc, et même il y a des termes ou des expressions qui tournent autour de ça. Quand on est un homme, on parle de biru patron, le ventre du patron. Et les femmes aussi, il y a des expressions comme Jongama ou Driyanke qui représentent la femme modèle qui est très ronde. Par contre, c'est le Peul, c'est le contraire. La personne doit être maigre, svelte, et aussi ça se répercute sur son alimentation. C'est quelqu'un qui doit manger très peu et il y a une valeur qui tourne autour de ça qu'on appelle le limago. Le limago, ça représente la noblesse. Et celui qui ne mange pas beaucoup, qui n'est pas gourmand, ça représente quelque chose. Cela veut dire que la personne, elle est noble, elle ne doit pas beaucoup manger et ça crée des tiraillements. On dit que le peuple, il est radin, et les autres disent que les Wolofs sont des gourmands, ils mangent trop. C'était juste une simple contribution et je vous remercie vraiment de l'initiative. C'est nous qui sommes honorés déjà d'avoir vos commentaires. Voilà.
Et alors, votre intervention, je dirais, est d'une pertinence dans ce qu'on discute aujourd'hui, je trouve parfaite. Merci encore. Il faut qu'on garde contact avec vous, je pense. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Voilà. Vous pouvez poser vos questions sur le chat, hein, donc si vous avez envie, hein, donc, si vous préférez, il n'y a pas de souci. Non? Bon, bah, écoute, mon cher Régis, il va falloir qu'on dise quelques mots. Isabelle, lève le doigt. En 2 secondes, mais moi, je veux rebondir sur la remarque qui vient d'être faite à l'instant. Et c'est vrai que quand on regarde chez les Peuls, ou notre collègue Salama Tousso, qui avait travaillé sur le concept de retenue pour un peu manger, il ne faut pas trop manger, il faut surtout… On se demande comment va se passer le rapport à la maladie. Et c'est vrai que quand on est dans un concept dans un état de dénutrition, est-ce que ça ne va pas être justement valorisé alors dans une culture où on privilégie la maigreur et la retenue, contrairement à une autre où justement ça va être une catastrophe, parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment des éléments ethnographiques qui peuvent bien nous aider à articuler l'alimentation avec les aspects culturels pour le coup. Et d'avoir des collègues au Sénégal qui travaillent sur ces questions, ça peut être sacrément utile aussi pour nous, s'ils brossent un large spectre d'ethnies différentes, voilà, d'ethnies. Parce que là, on fait le grand écart entre le Sénégal et les steppes arctiques. Ah oui. Oui, mais bon, on est toujours dans une représentation de l'alimentation. Tu peux dire peut-être un mot de ce que tu fais, parce que les gens ne savent pas forcément. Oui, ben, je travaille sur l'organisation sociale, les rituels, les modes de vie et en particulier l'alimentation. J'ai travaillé dans les steppes, chez les éleveurs mongols, dans les zones de steppe, puis depuis 6 ans maintenant en Sibérie, toujours chez d'anciens éleveurs nomades, pour voir comment les rapports à l'alimentation se transforment dans des contextes mondialisés, avec des modèles qui sont véhiculés par l'Internet, la télé, les organismes internationaux, etc. Et puis maintenant, un projet de recherche qui porte entre autres sur l'alimentation en milieu très contraint, qui est le milieu de l'Antarctique, des bases scientifiques en Antarctique, où je vais… voilà, comment on perçoit l'alimentation quand on est… c'est un élément qui devient absolument central dans la vie sociale. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir compris. Passionnant tout ça. Bon, il va peut-être nous falloir clôturer et faire peut-être une petite synthèse, Bruno.